Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être avec nous ce soir pour cette discussion animée à distance et retransmise en direct sur le thème Dessin de presse, libre d'en rire. Cette table ronde est organisée par l'association Cartooning for Peace à l'invitation du Consulat général de France à Québec et avec le soutien des membres du cluster montréalais d'instituts culturels. Donc, parmi eux, on compte l'ambassade d'Espagne à Ottawa, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec et le Consulat général de France à Québec, l'Instituto Italiano di Cultura de Montréal, l'ambassade d'Autriche à Ottawa et le Goethe-Institut de Montréal. Cette table ronde propose, en croisant les regards de dessinateurs et dessinatrices de presse européens et canadiens, d'aborder la question du rire en images dans nos sociétés et particulièrement en temps de crise. J'en profite pour remercier donc tout de suite l'équipe de Cartooning for Peace d'avoir organisé cette discussion et d'avoir surtout réussi à la maintenir malgré la distance et les mesures sanitaires. Donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et pour introduire cette rencontre, je peux commencer par une évidence assez simple. Le dessin de presse fait rire, mais il ne fait pas rire tout le monde. On le voit récemment dans la décision du New York Times d'arrêter la publication de dessins satiriques dans les pages de son édition internationale, un mois après la publication controversée d'une caricature moquant Donald Trump et Benjamin Netanyahou en juin 2019. On le voit aussi de façon beaucoup plus tragique dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Bref, l'actualité nous le rappelle régulièrement, parfois violemment. Et surtout, dessin après dessin, des polémiques se multiplient, questionnant la pertinence de telle ou telle image et de tel ou tel trait d'esprit. Cette forme visuelle de critique politique, née au XIXe siècle, n'a jamais cherché à faire l'unanimité, parce que pointer les ridicules, les travers et les scandales politiques par l'image, c'est aussi évidemment chercher la dissension. Mais si le dessin de presse est cette activité très sérieuse, ce commentaire politique sur l'actualité qui mérite que l'on critique son contenu et son message, c'est aussi un divertissement, une pirouette humoristique destinée à faire rire le lecteur et donc à créer une communauté de rieurs. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la forme du dessin de presse prête-t-elle particulièrement le flanc à la critique aujourd'hui justement dans nos sociétés contemporaines? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ces productions visuelles de spécifiquement agressif, voire transgressif pour ce que sont nos sociétés aujourd'hui? Ou est-ce que ce sont leurs conditions de réception qui ont changé, ou peut-être d'autres paramètres encore? On aura donc 1 heure pour en discuter aujourd'hui tous ensemble. Et pour répondre à ces questions, il faudra s'interroger sur ce qu'est un dessin de presse, sur comment on fabrique une image qui fait rire, sur comment elle nous fait rire, et sur les approches historiques et culturelles parfois très différentes du dessin et de la caricature selon les pays et les régions du monde, mais aussi sur les évolutions dans la diffusion de ces images auprès des publics. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en compagnie de 4 dessinateurs et dessinatrices de presse. Nous sommes notamment en votre compagnie. Marie Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes une illustratrice et dessinatrice de presse française, diplômée en illustration de l'University of the Arts de Londres. Vous partagez votre temps entre la presse et l'édition. Vous collaborez notamment avec Le Monde, Ciné Mensuel, Elle, Cosette, les éditions Actes Sud ou Sarbacane. Et vous êtes aussi intervenue comme dessinatrice en direct sur France 2 ou sur Paris Première. Oui. Nous sommes également en compagnie de Pierre Kroll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un dessinateur belge et si l'on retrouve vos dessins dans d'innombrables publications, vous êtes notamment le dessinateur attitré du quotidien belge Le Soir et de l'hebdomadaire Ciné Télé Revue. Vous dessinez jusqu'à il y a peu en direct tous les mercredis soirs sur la RTBF pour le débat politique hebdomadaire. Et depuis 2015, vous montez aussi sur scène avec un spectacle dans lequel vous tentez d'expliquer avec humour les enjeux de votre métier. Nous sommes aussi en compagnie de Cap. Bonjour. Salut. Vous êtes dessinateur de presse espagnol, connu notamment pour vos dessins publiés dans les journaux barcelonais La Vanguardia et El Mundo Deportivo. Vous êtes également spécialiste de la presse satirique espagnole des 19e et 20e siècles, auteur et co-auteur de divers travaux sur l'histoire du dessin de presse et de la caricature espagnole et sur divers sujets liés à l'humour et à la satire. Et nous sommes enfin en votre compagnie, Serge Chaplot. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes un caricaturiste québécois, pardon, et vous avez collaboré toujours avec de nombreux titres de presse, mais vous êtes surtout le dessinateur attitré du journal La Presse depuis 1996. Vous avez créé la célèbre marionnette de Gérard D. Laflaque. Et je précise également que votre présence est en lien avec votre exposition Chapelot, profession caricaturiste, qui est présentée au musée McCord à Montréal jusqu'en janvier 2022. Et qui présente un parcours de plus de 150 caricatures, esquisses et illustrations qui permet de revenir sur vos 50 ans de carrière et de satire politique. Pour ouvrir ce débat, j'ai une première question qui pourrait s'adresser un peu à n'importe lequel d'entre vous, mais je vais commencer par exemple par vous, Pierre Kroll. Est-ce que lors de la crise sanitaire, vous avez ressenti un besoin plus pressant des lecteurs et des internautes de rire ? Est-ce que la crise sanitaire a été une période où les lecteurs se sont tournés particulièrement vers les dessinateurs et les caricaturistes ? Oui, je crois comme dans tous les moments de crise, on fait de l'humour, ou on attend de ceux dont c'est le métier d'en faire un peu plus pour nous consoler de ce qui se passe. Mais en même temps, il y avait une certaine peur d'en rire de la part des gens, et forcément des humoristes de faire rire, parce que derrière ça, il y avait des morts. Et comme vous le savez, c'était d'une manière très, très inconnue. Ce n'est pas une catastrophe avec autant de morts tel jour, et puis après, bon, on passe au deuil, et puis à l'oubli, et puis aux critiques et aux analyses, etc. Là, on ne sait pas comment ça allait tourner, on ne savait pas. Donc, il y avait une espèce de retenue, et puis d'énormes différences entre des gens concernés de plus près et des gens pas concernés du tout. Et au début, c'était très frappant parce que une bonne partie des Belges étaient partis au sport d'hiver, revenaient avec le virus sans le savoir, mais en pleine forme en se moquant du regard qu'on avait sur eux, etc. Donc voilà, je ne suis pas très, très précis dans ma réponse parce que je pense qu'elle est un peu la même partout, quoi. Ça a été très inspirant aussi au début parce qu'il y avait des comportements qui changeaient. Hein, où le confinement, ça implique beaucoup de choses dans le changement de nos vies. Donc ça, autant en rire et c'était bien. Et puis après, c'est devenu lassant, agaçant, énervant. Pour nous, dessinateurs, c'était tout le temps la même chose. Et pour les gens, c'était simplement insupportable. Oui, c'était beaucoup de matière et puis après, ça finit par s'étioler quelque part un petit peu. Le comique de répétition ne fonctionne pas toujours. Non, bien sûr. Surtout, moi, par exemple, j'avais senti quand même que ça durerait un peu. Et dans mon journal Le Quotidien le soir, j'avais une fois par semaine une page entière dans laquelle je jouais un peu à l'idée, parfois très sociologique, comme on fait dans notre métier, de montrer les différents caractères, les différents profils des personnes, quoi. L'hystérique qui est sûr qu'il va mourir et que c'est la fin du monde, le blasé qui s'en fout, qui dit que tout ça, c'est à peine un rhume, et puis le croyant, le baroudeur qui veut absolument goûter du pangolin pour voir si c'est bon. Enfin, vous voyez, un peu de tout. Et d'autres choses plus simples dans l'esprit exactement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire une blague, un gag sur le masque, c'est facile. Je me disais, allez, Kroll va en faire 60, quoi. Bon. Du coup, j'ai vite tiré toutes mes cartouches, quoi. J'ai vite épuisé mon inspiration et après, ça devenait plus compliqué. Marie Morel, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que ça a, par exemple, modifié votre façon de travailler ? Oui, je partage tout à fait son analyse. Et oui, ça a changé un peu ma manière de travailler parce que, par exemple, j'ai fait pas mal de live Instagram avec Patrick Pelou, où en fait, lui, en tant que médecin urgentiste, il voulait rassurer les gens par rapport au discours super anxiogène qu'on entendait dans les médias. Voilà, il avait une parole plus de médecin, plus peut-être factuelle, qui cherchait pas à faire peur et qui cherchait juste à faire un état des lieux en temps et en heure presque. Et du coup, voilà, en fait, pendant qu'il répondait aux questions des gens, moi, je dessinais des conneries sur le Covid ou sur l'actualité. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu un super bon retour du public par rapport à ça, parce que les gens avaient besoin d'en rire. Ils avaient besoin de dédramatiser la situation qui nous a un peu tous flippés quand même, au début en tout cas. Donc voilà, oui. Oui, Cap, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Vous Non, avez bien. levé la main. Pour les dessinateurs, être confiné, c'est notre état naturel, hein, l'incommunication, enfermé dans la maison avec notre dessin et notre livre.
Mais toute l'humanité, il s'est trouvé confiné. Alors, c'est une situation étrange et tout le monde a la nécessité de rire un peu plus, d'être connecté. Et le rire, c'est quelque chose aussi social. Le rire a la besoin de partager l'expérience. Non? Alors, j'ai noté cette nécessité de toute la société d'être connecté, mais bien sûr de rire un peu plus, non, encore. Mais alors justement, vous dites que c'est un travail assez solitaire d'être dessinateur ou dessinatrice. Comment est-ce que se déroule une journée? En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien comment est-ce que vous travaillez et surtout comment est-ce que vous pensez à des blagues, par exemple? Comment est-ce qu'on construit une blague? Donc, qu'est-ce que c'est la journée de Cap, par exemple? Mon journée, c'est très chaotique, mais on vit dans le monde, on habite un monde, il y a beaucoup d'impact, de nouvelles, de choses partout. Alors, c'est analyser quelque chose et avoir quelque chose à dire. Et que quelqu'un a envoyé les dessins, alors ces combinaisons, il fait les dessinateurs. Non? Serge Chaplot, par exemple, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que, par exemple, pour considérer qu'un dessin est bon, il faut qu'il vous fasse rire, vous, avant tout? Je pense que le dessin n'est jamais bon. On Ah, attend qu'il soit publié et là, quelqu'un réagit en disant c'était bon ça. Ça met un petit peu de confiance et de baume sur mon travail. Mais je suis d'accord avec Gap en disant que le confinement, moi, ça m'a aidé parce que ça m'a forcé à rester à la maison. Peut-être ma table à dessin, fait que j'ai plus dessiné que jamais dans ma vie, dans cette période-là, parce que la plupart du temps, je suis plus habitué d'être assis dans un bar avec un verre de vin. C'était vraiment dur, mais comme il a dit, d'être complètement confiné. J'ai toujours dit que le métier de caricaturiste, on dit que c'est un métier solitaire et tout seul. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un métier de plagiat parce que quand je suis avec mes amis du journal, j'écoute ce qu'ils disent, je prends de bonnes idées et je m'en vais chez moi travailler. Alors, honnêtement, l'idée même d'être toute seule à la maison, tout le monde est fini comme des caricaturistes, tout le monde est fini enfermé dans leur maison. Et le résultat sur les réseaux sociaux, ce qui m'énerve totalement, tout le monde avait des idées de caricature, mais ordinairement pas très bonnes. Et alors, justement, vous abordez assez vite la question des réseaux sociaux. Vous dites les uns et les autres qu'effectivement, quand on est caricaturiste ou dessinateur, on écoute beaucoup les autres et puis on travaille chez soi. Et puis après, ce sont les lecteurs qui jugent si un dessin est bon. Est-ce que ça a beaucoup changé à votre façon de travailler, par exemple Pierre Kroll, le fait que vous puissiez avoir un retour de ces lecteurs par les réseaux sociaux? Oui, c'est un peu un danger aussi. Je dirais juste en passant à Serge Chaplot que s'il écoute ses amis pour trouver des idées de dessin, on doit avoir les mêmes amis. Je ne sais pas comment c'est possible avec un océan entre nous deux, parce que je viens de voir son dessin avec la différence entre le Canada où on achète du papier toilette en masse et les Américains qui achètent des armes. J'ai fait exactement la même chose avec l'Europe et les États-Unis. Voilà, le même dessin. Donc, on a souvent les mêmes idées. C'est d'ailleurs très étrange et c'est pour ça que Cartooning for Peace, d'ailleurs, quelque part, existe. Enfin, ce n'est pas la raison de sa création, mais soit, c'est amusant de voir comme on est quand même très proches les uns des autres. On a des idées très proches, on a une manière de travailler assez proche. Donc, oui, je ne vais pas revenir sur ça. Moi, mon journal, je l'appelle une fois par jour. Il me dit ce qu'il va publier demain et ça me donne des sujets sur lesquels je peux me baser pour mon dessin. Alors, la question des réseaux sociaux, oui, elle est embêtante, je vais dire. J'ai fait un webinaire là, comme ceci il y a quelques jours ou quelques semaines avec d'autres amis dessinateurs, Willis from Tunis, Nadia Chiari de Tunisie, Zaoré, dessinateur de Côte d'Ivoire. Et eux, dans des pays où il est difficile de publier des caricatures, des dessins dans la presse, ils disent que les réseaux sociaux, Facebook pour le citer, étaient vraiment une chance pour montrer ce qu'ils font. Eh bien, dans ce débat, comme nous sommes aujourd'hui, il y avait Patrick Chapat, notre collègue suisse, et moi-même. Et c'est amusant, sans se concerter, tous les deux, on a dit chez nous, c'est exactement le contraire. Facebook a
compliqué notre métier. C'est un boulet Facebook. Pourquoi? Parce que justement, vous l'avez dit Marion, on est très exposé, on a les réactions tout le temps. Enfin, on peut qu'on soit sur Facebook, mais si on ne peut pas avoir une page Facebook, d'autres la créeront pour nous. Hein. Les dessins circuleront quand même. Et on est donc vu par des gens qui ne nous comprennent pas, qui n'ont pas envie de nous comprendre, ou qui cherchent la raison de nous critiquer, etc. Et ces gens-là, avant les réseaux sociaux, ben, je ne sais pas où ils étaient. Je pense qu'ils ne regardaient pas les dessins dans certains journaux parce qu'ils ne les achetaient pas. Et donc, que faire de leurs avis? Je suis tout à fait d'accord que mon métier change, qu'il est devenu, au-delà de la critique sociale, il est devenu une sorte de métier d'animateur du débat social. Mon dessin ne m'appartient plus. Une fois que je l'ai fait, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, en discuter tout ce qu'on veut. Mais on est confronté à des gens qui n'y comprennent rien et qui s'expriment aussi fort que les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois, réexpliquer. Des gens me demandent sur mon Facebook, j'ai rien compris à votre dessin, expliquez-moi. Oui, mais ils sont 195 000. Je ne peux pas dire lever le doigt, tous ceux qui n'ont pas compris, je vais maintenant expliquer, je ferai un dessin par mois. Donc, on est embêté par le retour Facebook. Je termine, mais lorsque des gens applaudissent un dessin et le trouvent très drôle, est-ce qu'il faut se dire, demain après-demain, je vais donc essayer la même recette? Je vais essayer la même chose parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Ou au contraire, quand un dessin est passé très inaperçu, se dire, ben, moi j'ai fait mon métier, je l'ai fait pour mon journal et il avait une raison d'être dans mon journal, tant pis pour les réseaux sociaux. Après, ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Kroll, mais pour moi, par exemple, quand je me suis lancée, ça m'a vachement aidé à voir la réaction des gens dans le bon sens du terme, c'est-à-dire bah, se sentir soutenu, à les voir rigoler. Parce que, bon, bah, contrairement à Serge Chaplot, bah, moi, je suis plutôt toute seule chez moi. Après, je communique beaucoup, voilà, mais pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir du tout. Donc on communiquait comme on pouvait, mais je restais seule. Et c'est vrai que d'avoir ces retours-là des gens, ça a créé un échange supplémentaire. Et voilà, c'était quelque chose que j'ai quand même pas mal apprécié. Parce que, par exemple, ce que vous disiez, Pierre Kroll, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le dessin et qui, alors parfois, ce sont des lecteurs du journal dans lequel vous publiez, parfois non. Donc, c'est avec les réseaux sociaux, vos dessins voyagent au-delà du public pour lequel ils étaient faits à la base. Et bon, rire, ça suppose toujours une forme d'affinité, en fait, avec la personne avec qui on rigole. Et est-ce que, par exemple, Cap, vous avez rencontré ce genre de problème et est-ce que ça vous a poussé à modifier la façon dont vous dessinez ou dont vous usez de l'humour dans vos dessins? Bien sûr. En fait, tout changement comporte des aspects positifs et négatifs. Et les médias sociaux, les réseaux sociaux, ils présentent d'énormes avantages, bien sûr, mais aussi d'énormes problèmes. Et parmi les avantages, être en contact avec le monde, c'est bien, ou éviter la censure. Les réseaux sociaux, ils font très difficile la censure, ou faire très facile l'accès au public de dessinateurs ou journalistes qui, dans son pays, dans son média, ne peut pas publier, etc. Bien. Mais aussi, il y a des mauvaises choses. La démolition du système journalistique traditionnel, la précarisation de la profession, les harcèlements dans les réseaux. Et le plus dangereux, je pense, c'est juste ça, la décontextualisation de dessin. Je fais un dessin pour une personne de Barcelone ou d'Espagne qui le peut comprendre, mais je ne pense pas que ce dessin, ça, à l'autre côté du monde, quelques personnes vont aller voir et alors va penser quelque chose que je ne veux pas dire. Alors, ça fait un danger de dessin de presse. Et je pense que les grands problèmes de dessin de presse des dernières années, que c'est les problèmes des caricatures de Mahomet, c'est ces problèmes de décontextualisation de vignettes. Ces vignettes, ces dessins peuvent être publiés, bien sûr, ils doivent être publiés, mais c'est les réseaux, c'est l'accès à ces dessins des gens qui n'est pas préparés pour voir ces dessins qui a provoqué un grand bordel de situations.
Mais c'est vrai que même au-delà de la décontextualisation, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un dessin où c'était tellement second degré, enfin c'était évident, et en fait non, il a quand même été pris au premier degré. C'était polyamour, et c'était séparé en deux. Il y avait un côté où il y avait un mec, il avait plein de nanas dans ses bras au lit, et de l'autre côté, une nana, exactement pareil, mais qui avait plein de mecs dans les bras. Et le mec, il regardait la fille sur l'autre côté en disant salope. Donc polyamour, bah, lui, il a le droit, et elle, c'est une salope. Et pour moi, c'était tellement évident que c'était du second degré. Bah non, ça a été repris par des mecs d'extrême droite qui l'avaient pris pour argent comptant. Et donc parfois, bah, tu vois, il n'y a même pas besoin enfin, bon, de différence de culture, quoi. Oui, ça suppose de partager les mêmes codes. Oui, pardon, Pierre Kroll. On dit souvent cette expression, hein, vous l'entendez en France, on a perdu le deuxième degré, quoi. Il y a des gens qui ne le comprennent pas ou des gens qui ne le comprennent plus, ou ça ne s'entend pas le deuxième degré. Mais c'est vraiment essentiel, parce que dans le dessin de presse, dans l'humour, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent, hein. Et pourtant, il est présent partout. Hein, notre ami Plantule, hein, nous le connaissons tous ici. J'aime bien son explication du deuxième degré. Je l'ai vu devant des étudiantes, des gamines, quoi. Dire oui, mais ton jeans là qui est déchiré, c'est parce que tu es pauvre et que tu n'as pas les moyens d'acheter un autre, quoi. Ah ben non, c'est fait exprès et tout. Ben c'est ça du deuxième degré. C'est ça le deuxième degré. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cap. Il y a évidemment les différences culturelles qui font qu'on ne peut pas comprendre un dessin. Il y a les allusions à quelque chose. Vous connaissez sans doute tous ce tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, avec la pipe qui est dessinée, et en dessous, le sous-titre, ceci n'est pas une pipe. On ne va pas faire une heure de débat sur ce tableau lui-même, mais j'ai dessiné lorsque Donald Trump, et non pas Biden, comme cette semaine, est venu à Bruxelles. Il devait aller au musée Magritte. Sa femme y est allée et pas lui. Bon, et je l'ai confronté à ce tableau. Donc ici, c'est un autre détournement du tableau que j'ai fait pour dire la même chose que ce que je vous explique. Mais celui avec Trump était plus drôle en somme parce que Trump était devant le tableau. Ceci n'est pas une pipe. Et avec son doigt très sûr de lui, il disait fake news. Bon, voilà, c'est bien le problème qu'on rencontre avec des dessins quand on n'a pas les codes ou voilà, qu'on ne peut pas le comprendre. Et donc, j'enchaîne sur ce que dit Cap. Souvent, même mon rédacteur en chef me demande de rendre mon dessin autosuffisant. Et je crois que vous connaissez peut-être tous ce problème aussi. On est de plus en plus amené à mettre des titres au-dessus alors que l'humour est plus drôle. Souvent, lorsqu'on fait une allusion à quelque chose qu'on est sûr que l'autre, celui qui va vous lire, connaît aussi. Alors, c'est plus court, c'est plus direct. Ben non, mais tant souvent, il faut mettre un titre au-dessus. Ceci concerne le port obligatoire du masque ou je sais quoi, pour être compris. Ça alourdit un peu le travail. Enfin, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, et j'en termine, je suis chaque fois très long, moi, mais je vais essayer d'avoir une phrase très, très simple, enfin, très précise. Une atteinte dans nos pays très libres, hein, avec des presses très libres, une atteinte à la liberté d'expression quelque part, c'est l'autocensure par peur du malentendu. Voilà, ça je pense qu'on a toujours un peu peur de malentendus. Moi, je n'oserais pas faire certains dessins en Arabie Saoudite ou en Chine parce que je me dis on ne les comprendra pas. Mais bon, chez moi en Belgique, je peux le faire. Et puis après, il y a quand même des gens qui ne comprennent pas. Et puis ils circulent ailleurs. Donc par peur du malentendu, on commence parfois à s'autocensurer fortement. Chapelot, vous partagez ce point de vue. Vous avez modifié vos pratiques aussi depuis que vos dessins sont mis sur les réseaux sociaux? Pas vraiment, j'ai laissé tomber les réseaux sociaux. Parce que je trouve effectivement que les gens qui réagissent, moi, ce qui m'étonne sur les réseaux sociaux, c'est la haine féroce. C'est le côté vulgaire et très dur. À chaque matin, moi, j'ai au moins une dizaine d'emails, de courriels en me disant « va te tuer ». C'est monstrueux. C'est très dur, les réseaux sociaux. Avant ça, il fallait prendre un crayon, prendre un papier, mettre un temps, puis maler ta haine, ce qui ne se faisait pas. Mais il ne faut jamais oublier que la caricature, on dessine, moi je dessine pour mes gens, c'est-à-dire que je dessine pour ma vie politique, mon entourage, mon pays. Si mon dessin est pris aux États-Unis, en Belgique ou en Afrique du Sud, il ne sera peut-être pas compris. Et ce que je trouve très dur avec Facebook, c'est qu'on prend ton dessin, tu perds tous tes droits, ils peuvent changer la bulle, ils peuvent se servir de ton dessin pour faire dire autre chose. Je trouve ça très, très, très dur. Alors moi, j'ai débarqué de ça. Je ne veux plus voir les messages du matin. C'est trop plate. Hein? C'est trop plate. Je regardais aux États-Unis, dans les années, moi, ça fait tellement longtemps que je dessine, on avait des meetings de caricaturistes. On était 400. On est à New Orleans, c'est fantastique, on a du fun. Aujourd'hui, il en reste une trentaine qui travaillent. Dans les journaux qui ferment, dans toutes les villes, il n'y a plus beaucoup de caricaturistes qui travaillent pour leur région.
Alors, tu as quelqu'un à Washington qui publie son dessin dans 200 journaux aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'adresser à ces gens. Quand tu es à Philadelphie ou quand tu es à Chicago, puis tu n'as pas de caricaturiste, c'est très dur. Je trouve qu'on a un métier, on parle de nous avec nos gens. Ouais. Il y a Ouais. Non, mais je voudrais rebondir parce que bon, je suis d'accord, hein, moi les réseaux sociaux ça me gonfle de plus en plus aussi, mais il y a quand même, là on pointe beaucoup du doigt les côtés négatifs, mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs, c'est-à-dire on dessine pour nos gens, bon bah oui, bah, il y aura aussi des communautés qui vont se créer, même si bon parfois c'est cause de problèmes, hein, mais par exemple bah, pour le féminisme, moi je suis contente quand j'ai un dessin qui va être repris un peu partout et qui va donner de la force à des femmes, ou quand moi je vais en voir d'autres féministes, ou alors pour le body shaming, c'est pour l'acceptation de son corps, ça fait du bien aussi de voir des trucs d'à travers le monde, ça crée une richesse aussi culturelle dont on n'aurait pas accès. Voilà, donc c'est juste quelques petits côtés quand même positifs dans tout le merdier que ça peut apporter, quoi. Ça permet de donner de la visibilité à certaines questions qui n'en avaient pas forcément. C'est ça. Ouais. Ça marche aussi pour le dessin et pour le reste. Ouais. Mais alors justement, Marie Borel, pourquoi est-ce que, par exemple, sur un dessin, pourquoi est-ce qu'un dessin prête plus à la critique éventuellement ou à être mal compris qu'un article de presse, par exemple? Un article de presse, il y a vraiment une construction de l'idée très détaillée avec beaucoup de mots. Et un dessin, c'est chacun qui va l'interpréter avec son propre vécu et son propre passé et sa propre culture. Voilà, j'imagine que c'est pour ça. Ça demande d'être interprété. Ouais, c'est comme un tableau, il va être interprété vraiment selon l'individu. Pierre Kroll, vous parliez notamment, on s'est parlé un petit peu plus tôt, du fait que l'image et notamment le dessin de presse s'appuie nécessairement sur un certain nombre de clichés ou de stéréotypes pour pouvoir fonctionner. Est-ce que vous pensez que c'est ça notamment qui permet, qui prête le flanc à beaucoup d'incompréhension? Ça y contribue, hein. Il y a d'autres raisons. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marie. Il y a des choses peut-être très psychologiques dans le fait que le dessin, c'est quelque chose que tous les enfants connaissent. Donc, on a tous les enfants ont dessiné, et puis ont dessiné leur maman, leur papa, et puis des grosses personnes, et puis un méchant, un gentil, etc. On croit connaître un peu ce code-là, et puis en fait, la plupart ont abandonné. Nous, on continue à dessiner. On croit que les gens comprennent nos dessins. Le nombre de fois qu'on doit dire ou qu'on doit laisser dire par des éditeurs, ce ne sont que des petits dessins. Et puis en même temps, pour des petits dessins, vous avez vu le nombre de morts que ça fait et tout. C'est un paradoxe incroyable, on n'en sortira pas. Alors, la question des clichés en elle-même, c'est la même chose. On est à la fois des inventeurs de clichés avec le danger qu'ils soient mal compris. Vous avez cité le dessin d'Antonio qui a été à l'origine de l'abandon du dessin de presse définitivement, totalement. Je ne sais pas si c'est définitif par le New York Times, ce dessin de Netanyahou en chien d'aveugle qui conduit le président Trump dans la politique compliquée du Moyen-Orient. Pour moi, je dirais à Marie que ça peut être écrit dans un article, ça n'aurait pas provoqué l'exclusion du journaliste, même s'il avait écrit la comparaison, hein, même s'il avait dit Donald Trump ne comprend rien à la politique du Moyen-Orient qui est très compliquée, et celui qui le conduit comme un chien d'aveugle conduit un aveugle, c'est Netanyahou, c'est pour ça qu'il a déplacé l'ambassade des États-Unis, etc. Il se fait guider par lui. Je pense que ce serait passé. Et dans un dessin, ça choque. Certains font même semblant d'être plus choqués. J'ai vu partout, j'ai entendu dire ou j'ai lu, oui, Netanyahou est dessiné en chien. Oui, mais en chien d'aveugle, c'est pas la même chose. On ne l'a pas dessiné en chien en train de chier contre un mur. On sait pas. Alors, le cliché du chien, il n'est pas le même dans toutes les cultures non plus. Donc, c'est long comme explication, encore une fois, mais les clichés, à la fois, on essaie d'en trouver, on fait des métaphores, quoi, qui sont des clichés momentanés, et puis on utilise les clichés derrière. Je crois qu'on connaisse tous ça. Moi, quand je veux dessiner un patron, si je mets une jeune femme, on ne comprend pas mon dessin, hein. On comprend moins bien que si je mets un gros avec un cigare, quoi. On traîne ça avec nous, alors que les patrons, aujourd'hui, ils ne sont pas comme ça. Mais la représentation des femmes, la représentation des minorités dans nos dessins, immédiatement, ça va attirer l'attention sur une minorité. Si je veux dessiner
faire un dessin sur je sais quelle profession, je ne sais pas, les kinésithérapeutes demandent à être augmentés. Si je dessine un kinésithérapeute noir, on va chercher dans mon dessin pourquoi. Est-ce que les kinésithérapeutes noirs sont moins bien payés que les blancs, pourquoi, etc. Vu que les blancs sont majoritaires en Belgique. C'est un débat sans fin, ça. Je n'ai pas vraiment de réponse. On doit faire avec. On utilise les clichés. On compte encore une fois sur nos lecteurs pour comprendre quand c'est un cliché et que c'est un vocabulaire qu'on… C'est aussi une question de perception. J'ai fait un dessin, écoute, ça fait tellement longtemps que je dessine, quand Clinton sortit avec Monica Lewinsky, j'ai fait le portrait officiel de Bill Clinton. Et il est en élection, bien sûr. Et ce dessin-là, mon ami Aislinn, qui est caricaturiste anglophone à Montréal, l'a présenté aux États-Unis. Jamais ce dessin-là aurait été publié aux États-Unis. Jamais. Mais pourtant, ça a été publié chez moi dans la presse. Il n'y a pas eu tellement de réactions. C'était voici, c'est une caricature. Et c'est vraiment le portrait officiel de M. Clinton. Mais jamais ça aurait pu passer aux États. Et pourtant, c'est mon voisin, là. On n'est pas loin du tout. Moi, je trouve que le New York Times, quand il a laissé tomber les caricatures, ça vient de plus loin que ça. Ils n'ont plus le goût d'avoir de caricaturistes. Ils n'ont plus le goût d'avoir des lettres de plainte. Ils n'ont pas le goût d'avoir dans les réseaux sociaux, ils veulent être propres. En québécois, on dit qu'ils sont très moumounes, ils sont très mous. Hein? Ils n'ont rien fait pour protéger ça et je trouve ça d'une très grande tristesse. Mais alors justement, la caricature, plus que le dessin de presse, ça s'attaque vraiment au corps, et notamment au corps des politiques, au visage, etc. Est-ce que c'est pour ça que ça vous semble encore plus intéressant, parce que c'est vraiment le cœur de votre travail, de rire du visage, de rire du corps? Si je peux répondre à ça, ce que je m'amuse le plus encore à dessiner, c'est effectivement de dessiner les corps, les faces, les grands nez, les grandes oreilles. La plupart des politiciens que je dessine, ils comprennent très bien que ça fait partie de leur métier. Si tu t'en vas en politique, tu vas te faire dessiner. Alors, si tu as des grandes oreilles, tu vas finir avec des grandes oreilles. Mais ça ne dérange rien du tout, ça. Quand je fais la face de Bachar al-Assad, j'ose espérer que ce n'est pas parce que je le fais en caricature, je le fais avec un regard de malade, d'idiot et de méchant personnage. Ce n'est pas la grosseur de son nez qui va changer le message que je veux porter dans ma caricature. Je crois aussi qu'aucune caricature ne… Je dis qu'il faut toujours chercher l'intention dans une caricature. Hein. Et souvent, elle est assez facile à trouver. Parfois, on met une deuxième couche et on met plusieurs interprétations. Mais l'intention du dessinateur, si on la trouve jamais, c'est comme que ce n'est pas un très bon dessinateur. Bon. Ben, je pense que cette intention, elle n'est jamais de se moquer simplement du physique de la personne, quoi. De dire, oh, celui-là, il est gros. Ouais. Non, on dessine un gros, bien sûr, et souvent encore plus gros qu'il n'est. Mais on va surtout s'amuser à le faire quand il est en plus un gros vulgaire comme Trump. Trump, je crois que dans presque tous les dessins, on l'a fait plus gros qu'il n'était vraiment. Moi, je trouve que dans ma petite galerie de personnages que vous connaissez sans doute pas, parce que les ministres belges ne sont pas internationalement connus, les quelques-uns que j'aime le mieux dessiner, ou que j'aime mieux aimer dessiner, parce qu'ils sont parfois plus là, c'est ceux où la caricature du physique, donc, rend compte aussi du caractère et de la manière de se comporter. Et d'ailleurs, je crois que nous connaissons tous ça, c'est ceux-là qu'après, on n'a plus besoin de regarder en photo. On en a fait notre personnage de bande dessinée. On avait un gros ministre des Affaires étrangères, Louis Michel. Ben moi, c'était mon Obélix, quoi. À la fin, je croyais que je l'avais inventé. Quand je voyais le vrai, je me disais, oh putain, qu'est-ce qui ressemble à mes dessins, ce type. Donc ça, c'est le plaisir. Donc je pense que le physique, il est vraiment au cœur, effectivement, de notre travail, mais comme un outil. Et il y a de nouveau peut-être quelques personnes un peu bêtes qui vont juste rire parce que, ouais, qu'est-ce qu'il est gros. Bon, tant pis. Mais là, vas-y, Gab, vas-y. Non, mais là, si on veut vraiment être méchant, nous autres, on avait une personnalité ici, une grosse madame qui était vraiment très, très grosse, et je l'avais dessinée très grosse, et elle m'a invité à son émission de télévision, puis je lui ai dit, si j'avais voulu être méchant, je vous aurais dessiné très mince. Et ça allait être vraiment méchant. Mais dans le fond, dessiner comme elle est, en exagérant, c'est notre métier, hein? On exagère. Moi, je me suis dessiné, puis je ne m'adresse pas à parole depuis 2-3 jours. Vous allez dire quelque chose. Tout de suite. Oui, non. La caricature, c'est une construction culturelle. Alors, c'est historiquement, on a dessiné la caricature
on vient de dessiner des gros nez, des grosses oreilles, et c'est culturel aussi, ces sortes de dessins, parce que les dessins humoristiques s'articulent autour de deux facteurs qui lui donnent sa force. D'une part, le dessin, sa condition graphique, et d'autre part, c'est l'utilisation de l'humour. Hein. Et l'humour, ça permet... l'humour, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est inutile. Non? Et comme utile, permettre de faire des choses que dans une situation normale, sans l'humour, on ne peut pas les faire. Non? Alors, c'est la force du dessin de presse, c'est la combination de la facette graphique et de cette utilisation de l'humour qui fait possible d'aller un peu plus loin que dans une conversation sans l'humour. D'aller un peu plus vite, de faire des sortes de contractions, en fait. Oui, en fait, l'humour, c'est inutile. Hein. C'est comme un scalpel. Si un chirurgien le prend, il peut sauver une vie. Mais si un psychopathe qui le prend, il peut provoquer un carnage. Non? Alors, dans la profession de dessinateur, c'est les composants éthiques que c'est essentiel. On peut faire une blague terrible sur une situation, mais il faut que cette situation, la perception du lecteur, c'est aussi que la situation c'est terrible. Alors, on dessine, dans le journal, on dessine toujours sur la guerre, sur la corruption, sur des causes vraiment terribles. Non? Alors, on fait la vision critique de toutes ces choses. Non? Il y a une définition que j'ai mise dans un de mes livres, qui est un vieux caricaturiste anglais, qui dit que la caricature, c'est de travailler avec la précision d'un chirurgien, mais avec l'intention d'un boucher. Ronald Searle, c'est Ronald Searle qui l'a dit. Et alors, vous êtes 4 dessinateurs et dessinatrices de nationalités différentes. Est-ce que, justement, vous avez parlé d'éthique, est-ce que cette éthique du rire avec laquelle vous devez composer, elle est différente, par exemple, en Espagne, en France, au Québec, en Belgique? En plus, on a 3 pays francophones, donc c'est encore plus facile de faire la comparaison. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont possibles à certains endroits, impossibles à d'autres? Je vais poser la question, par exemple, à Marie Morel, puisque vous avez étudié à Londres. Bah ouais, je t'avoue que je pense pas être la meilleure personne pour y répondre parce que le dessin de presse, je suis arrivée dedans bien après être revenue de Londres. Donc même si j'ai chopé là-bas leur humour noir et acide, je sais pas trop la différence entre l'humour là-bas, enfin dans le dessin de presse. Ouais. Mais il y a quand même des différences d'humour, par exemple. Ah oui, oui, je pense quand même. Mais ouais, en Angleterre, ouais, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus acide et noir. Même quand tu écoutes la radio ou quand on lit, je sais pas, la presse, ouais. Par exemple, dans Courrier International, on s'en rend vachement bien compte. Dès que c'est des éditorialistes anglais, ouah, ça envoie du lourd quand même. Enfin, c'est assez... ça attaque pas mal, quoi. Pierre Kroll, est-ce que vous avez constaté aussi des différences dans la façon de faire de l'humour? Et est-ce que ça expliquerait, par exemple, le fait qu'aux États-Unis, on est de moins en moins enclin à publier des caricatures, comme le disait Serge Chaplet? Oui, bien sûr, c'est des traditions différentes. Je crois que Martini, enfin Cap en tout cas, c'est le plus grand spécialiste que moi dans l'histoire de la caricature. Je pense que c'est différent. J'aime bien quand Marie dit les Anglais, ça envoie du lourd. Ben, en Belgique, on a l'impression que les Français, ça envoie du lourd aussi, hein, parce que tout ce que vous exprimez est extrêmement violent, quoi, clivant, hein, vous y allez fort. Et alors, ça donne des résultats étonnants. C'est que Plantu, pour le citer encore une fois, me dit souvent, ou dit souvent de moi, que j'ose des choses en Belgique qu'on n'ose pas en France. Je dis, mais tu es fou, c'est pas possible. On n'a même pas un journal comme Charlie Hebdo en Belgique. Moi, je ne peux pas dessiner. Alors, excusez-moi pour la vulgarité, mais enfin, elle est dans vos dessins, donc elle peut être dans les mots aussi. Hein. Bon, moi, je ne peux pas dessiner le roi des Belges ou le Premier ministre en train de se faire enculer par l'opposition ou par les Gilets jaunes, quoi. Bon, et je trouve ça en France tout le temps, moi. Mais Jean Plantu me dit, oui, mais Macron, il s'en fout que tu le dessines enculé par Mélenchon, il a l'habitude, c'est pas grave. Mais quand tu dessines, toi, en Belgique, un Premier ministre ou le roi qui dit quelque chose
qu'il a dit, mais pas tout à fait, parce que tu le transformes un peu pour faire mieux comprendre les non-dits derrière, tu dois l'énerver, lui, beaucoup plus fort que Macron dans son dessin. Et c'est ça qui veut dire que, voilà, en Belgique, par rapport à la France, on a l'air plus coincé, enfin, on s'interdit plus la vulgarité, le sexe et tout ça dans nos dessins. Par contre, on n'est pas moins subversif, si je puis dire, pour ceux qui le sont, enfin moins critique du pouvoir. Maintenant, il y a effectivement le style graphique même en lui-même, hein, qu'on n'évoque pas. Tu parlais, Marie, de dessin anglo-saxon. Moi, je vois tout de suite si un dessin est anglais ou américain, hein, par rapport à des traditions. En Belgique, on a l'habitude de la bande dessinée, vraiment belge, des gros nez, etc., ce que j'ai un peu dans mes dessins. Et on est moins proche de Reiser, pour citer un grand nom, hein, que tout le monde connaît en France. Et Reiser, il y a des pays où ça passe pas du tout. Tout le monde a l'impression que c'est pas terminé comme dessin, quoi, qu'il s'est arrêté avant de commencer, que c'est trop vite fait. Moi, j'aime beaucoup ce style-là, mais ça passe certainement pas aux États-Unis, hein. Serge Chaplot, vous qui êtes dans un pays qui est héritier de deux cultures, est-ce que vous constatez ça aussi? Premièrement, je constate qu'on est très privilégié encore de pouvoir être capable de continuer de dessiner. Je ne pense pas qu'on vivrait comme ça en Afghanistan, en Irak ou je ne sais pas trop quoi, où il y a encore des endroits où on coupe les mains des dessinateurs. Chez nous, c'est très permissif. Et j'ai l'impression que moi, ça fait longtemps que je suis au même journal et je fais de la caricature politique, c'est-à-dire que je suis ce qui se passe dans mon pays, au Québec et au Canada. Et je pense à des politiciens, quand ils ne sont pas caricaturés, ils sont très malheureux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connus. Là. Ils sont déprimés. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je ne suis pas dessiné? Et là, tu le dessines, puis le lendemain, il veut te serrer la main en te cassant les 4 doigts pour pas que tu le dessines jamais. Ils n'aiment pas ça, mais ils veulent être caricaturés. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Ça donne un côté d'ouverture en disant, on les haït, mais on les veut quand même. On veut être là, on veut être présent dans le journal, on veut avoir des gags sur nous. On a un personnage ici qui s'appelle Maxime Bernier, c'est un idiot. Alors, toutes les fois qu'on le dessine, tout le monde ici, on le dessine comme un idiot. Il est très content. Il a l'impression qu'ils on the stage, comme on dit en anglais. Le gars, il est présent, il est tellement content. Mais voilà. Et alors, Cap, justement, c'est assez intéressant ce que disait Serge Chaplot, c'est que maintenant, la caricature et le dessin de presse font partie intégrante du fonctionnement des démocraties occidentales. Est-ce que ça remonte déjà à la naissance de ces démocraties? Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que ça a été, Oui, un moment? bien sûr. En fait, je pense que le dessin d'humour, le dessin de presse, c'est comme un thermomètre qui mesure l'état de santé d'une société. Parce que ce qu'on peut faire dans un dessin de presse, et c'est socialement accepté, ça montre la maturité ou de cette société. La société la plus avancée, la société la plus civilisée, on peut faire n'importe quoi dans un dessin parce que la société, c'est capable d'accepter tout ça. Ces sociétés qui ne sont pas si démocratiques ou si pas culturisées, il y a des problèmes parce qu'il y a pas la population, mais il y a des jeunes, des collectifs de pression pour ne permettre pas la publication de quelques dessins parce que en tant que dessinateur, je veux avoir un impact sur la réalité. Je suis un dessinateur, je fais mon dessin pour le journal, je veux changer le monde, je veux que le dessin ait un impact sur les lecteurs. Non? C'est trop, parce que, mais étant un spécialiste de la presse satirique, j'ai découvert que le dessin fait ne change jamais presque rien. Mais une fois publié, est vraiment un document historique phénoménal parce que montre chaque moment dépend avec une grande précision la société qui l'a permis de publier ces sortes de dessins. Hein. Tu peux étudier ce qui passe dans l'histoire en regardant seulement les dessins de presse. Et ça qui est publié et ça qui n'y est pas publié. Et ça parle beaucoup. Non? Alors, c'est intéressant tout ça.
Alors, je vais poser une question, notamment à vous, Cap, qui vient d'arriver. Il y a plusieurs questions qui reprennent le terme de cancel culture. C'est un terme qui désigne le fait que plusieurs personnes puissent demander à ce qu'une personnalité soit mise de côté, ou en tout cas qu'on ne la mette plus en avant suite à des propos qu'il aurait pu tenir, ou parfois justement à des dessins qu'il aurait pu publier. Je ne vais pas reprendre exactement ce terme-là parce qu'il recoupe beaucoup de choses, mais alors justement, l'humour est un jeu sur les limites sociales. Elles changent souvent, ces limites. Et en même temps, il faut toujours les transgresser pour faire rire. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces limites sociales et à leur changement d'une année à l'autre, par exemple? Vas-y. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression qu'on dit toujours que le caricaturiste est sur le bord de la falaise ou sur la corde raide. Mais ça a toujours été. C'est comme ça le métier. J'ai l'impression, par contre, que quand on dessine, il faut s'amuser. Nous, il faut qu'on ait du plaisir à faire ça. On donnait des cours au Québec, on était des vieux caricaturistes avec des jeunes qui voulaient se lancer dans le métier et quelqu'un avait son crayon et il disait, quand je dessine tel politicien, je le déteste tellement que je brise la mine de mon crayon, tellement je le déteste. On a dit, change de métier. Parce que l'idée, nous autres, quand un politicien se présente et qu'il fait des gaffes, on se frotte dans les mains en disant on va avoir du plaisir avec ce monsieur. Il faut s'amuser. Il faut qu'on soit content de ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Marie Morel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment est-ce que vous arrivez à jauger ce qui justement va faire rire et ce qui ne va pas faire rire à un moment T, parce que ça peut changer assez vite? En fait, peu importe le sujet qu'on va aborder, on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde, donc il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord, que ça ne va pas faire rire. Mais en fait, moi, je pars du principe qu'on est vachement nombreux sur Terre et que si moi, ça me fait rire quand je fais mon dessin, il y aura peut-être quelques personnes que ça fera rire aussi. Voilà. Vous Mais n'êtes c'est pas vrai parti. il faut faire rire, bien sûr, mais il faut, je pense, aujourd'hui, c'est plus important encore, il faut réfléchir. Parce que aujourd'hui, on vit dans une société aussi ludique et partout est le rire. Le rire est bon, mais bien, et aussi anesthésique. Alors, je pense qu'il faut desperter la société. Alors, les dessins de près, il faut faire rire, bien sûr, mais c'est plus important, les faisons un dessin fait penser. Tu veux ce dessin et tu penses, je ne suis pas d'accord avec ça. Oh oui, ça me permet de réfléchir sur cette situation que je n'y avais pas pensé. Je pense que cette papier, cette métier de dessin de presse, aujourd'hui, c'est plus important que jamais parce que partout, il y a des comédiens, tout est ludique, tout est par rire. Même je pense qu'on a perdu un peu le sens de la société. Alors, c'est le dessin de presse qui peut les récupérer, non? Et ramener qu'il y a des choses très sérieuses. Alors, il faut faire des dessins pour parler de cette chose très sérieuse. C'est ça, et moi je pars du principe que le monde dans lequel on vit est suffisamment difficile que ça sert à rien de rajouter du pathos. Donc pour amener à réfléchir, je préfère faire quelque chose de rigolo, voilà, qui fasse marrer. Mais en fait, c'est pour résumer ce que Cap a très bien dit, hein, mais au-dessus de mon bureau, j'ai noté une petite citation de Tinius. Un dessin réussi prête à rire. Quand il est vraiment réussi, il prête à penser. Et s'il prête à rire et à penser, alors c'est un excellent dessin. Je trouve que ça résume parfaitement. Pierre Kroll, vous êtes d'accord aussi avec avec ce point de vue il faut faire rire, d'accord, mais pas seulement? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai rien à ajouter dans le même sens, ce que mes amis ont dit est tout à fait exact. Mais maintenant, parfois, faire rire joue sur autre chose. Et notre métier est aussi, je crois pour la plupart d'entre nous, lié au fait d'être quotidien, quoi. On n'est pas dessinateur de presse avec 2 dessins par an, quoi. On peut être un brillant dessinateur qui fait 2 dessins formidables par an, mais notre métier, c'est généralement d'en faire un par jour, quoi. C'est ça que j'appelle vraiment le métier du dessinateur de presse, qui publie tout le temps. Et donc,
il m'arrive de dire que mon métier n'est pas de faire un bon dessin, mais de faire un dessin tous les jours. J'espère qu'il est le moins mauvais possible. Et donc, parfois, un dessin peut être drôle simplement parce que tout le monde attend plus ou moins la même chose. J'ai fait récemment un dessin sur la réouverture des terrasses. Là, je parle de la France. Alors, je suis belge, mais c'est la même chose. Je fais le restaurateur qui est tellement content, il vient avec sa table en terrasse, il dit il me reste à espérer qu'il y aura un peu de monde. Ben, évidemment, il y a 1000 personnes à gauche de mon dessin qui vont se jeter sur sa table. Il n'y a vraiment pas de message, il n'y a pas de critique de la société, il n'y a rien dans ce dessin. Mais c'est un état des lieux. Il fait rire, quoi. Et voilà. Oui, ça fait rire, mais c'est aussi, en fait, c'est aussi une observation que tu as eue du milieu, enfin du monde. Donc voilà, il y a quand même une autre dimension en plus que le rire, mais je pense que c'est à peu près toujours qu'il y a ça. Enfin, je vois rarement des dessins où ça fait juste rire, mais qu'il n'y a pas de. C'est vide derrière. On parle très très souvent, forcément, hein, on est un peu immodeste aussi, de l'intelligence de nos dessins, ou bien en se comparant à ceux des autres, comme tu l'as fait avec T-News, en disant voilà, est-ce que c'est ça un bon dessin, c'est la recette d'un bon dessin et tout. Moi, je suis surtout étonné par le fait qu'on nous pose à peu près toujours les mêmes questions, pas par manque d'imagination, hein, Marion, mais par exemple la question des limites, quoi, toujours. Donc, c'est qu'on a l'air quelque part d'être mandaté par le peuple pour toucher à des limites en permanence. Et moi, je ne prends pas ça comme mon cahier de charge tous les jours, heureusement. Je ne crois vous tous non plus. Mais vous avez remarqué que dans les interviews, c'est toujours ce qu'on nous demande, quoi. Jusqu'où allez-vous trop loin? Qu'est-ce qu'on vous autorise de faire? Est-ce que vous avez déjà eu des ennuis? Est-ce que vous vous autocensurez? Est-ce que vous allez changer demain? C'est incroyable, on ne demande pas ça au dentiste. Hein. Non, mais ça doit tenir au fait que justement, pour rire, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit transgressé, qu'il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. Je veux dire, moi, parfois, vous savez, j'ai été pris de pitié pour le pauvre président Macron, qui est maintenant obligé de porter comme un étendard les caricatures bite-couille de Charlie Hebdo qui me font rire. Je crois qu'il préférerait parler de Victor Hugo et de Voltaire, hein, en disant que c'est ça la France. Mais maintenant, il est obligé de dire que la France, c'est les caricatures de nos amis de Charlie. Donc, bien sûr, c'est important, hein, c'est donc un signe. C'est devenu en quelque sorte un symbole un peu national. Ça ne doit pas être facile non plus toujours à porter. C'est pas forcément un cadeau, justement, pour vous non plus d'ailleurs, ni pour Macron, ni pour vous. Je ne sais pas si Pierre Croll, allez-y. Ah non, là je parlais en plus pour la France. Non, oui, ce n'est pas un cadeau, cette espèce d'attente qu'on ne sait pas toujours clairement définir. Quand on est dans Charlie Hebdo, on sait la définir parce que c'est un journal satirique qu'on achète pour ça, pour ses excès. Et alors, on y fait du dessin excessif. Quand on est dans la presse généraliste comme moi, il faut être aussi un peu aux limites. Les lecteurs attendent de moi que je ne dise pas la même chose que dans les articles, mais je ne sais pas toujours très bien ce que c'est. Et puis, dans les interviews, j'ai l'impression que cette attente est importante. Et puis, dans les réseaux sociaux, on me dit après, vous êtes allé trop loin tout le temps. Enfin, je conclus bêtement, mais c'est un métier bizarre, hein, Serge. Mais c'est ça. Moi, je continue de dire que ce n'est pas un métier, c'est un accident de parcours. Je n'ai jamais pensé dans ma jeunesse de devenir caricaturiste, me demander il y a eu une job qui s'est offerte, j'ai travaillé, j'ai changé mon style et voilà. Je fais ça depuis 50 ans. Mais j'ai toujours trouvé que le dessin, les gens vont voir, ils regardent, ils se permettent de critiquer. L'éditorial, c'est un peu la même chose, mais l'éditorial, tu prends 1 heure pour le lire, le gars, il a travaillé 2 jours de temps pour prendre tous les mots, et là, il fait son texte, on n'est pas d'accord, on le critique. Mon dessin, on n'est pas d'accord, on le critique, je le jette aux poubelles, j'en fais un autre le lendemain. Alors voilà, on passe à autre chose. Alors souvent, ça devient que je m'amuse encore à faire ça, je suis très content. Je me répète en disant qu'on est privilégié de pouvoir avoir notre crayon. Et moi, je travaille maintenant sur des ordinateurs avec un crayon électronique. C'est fabuleux ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je m'amuse encore, puis c'est ça qu'il faut faire. Le public attend ça. Hein. On a des gens qui nous regardent, puis à un moment donné, ils critiquent, et le lendemain, ils sont contents. Il y a bien sûr nos ennemis favoris. On a toujours 2, 3 là, qui sont des experts pour venir nous descendre complètement. Dis ton dessin, là, tu as déjà fait la même idée il y a 60 ans. Ça veut dire que tu m'as suivi pendant 60 ans. C'est quand même merveilleux. J'ai peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste 6 minutes, ou peut-être une avant-dernière question qui nous vient des participants. Je vais la poser à Cap. Est-ce que vous pensez que le second degré nécessite un apprentissage? Je pense que non. Oh, oui, c'est sûr, tout le monde fait l'apprentissage continuellement. Alors,
l'apprentissage, c'est de lire, regarder beaucoup de dessins. Et puis, c'est enrichissant. Et aussi de lire des livres et voir des films. Et ça, c'est l'apprentissage. Parce que je pense que l'humour, c'est quelque chose que c'est très humain. Hein. L'humour vide de la liberté, vide de l'imagination, vide de l'intuition, vide de tout ce qui ne peut être contrôlé. Non? Alors, l'humour vide de la vie. On peut faire un apprentissage de la vie. Bien, c'est la vie. Alors, c'est très important que le dessinateur connecte avec son public. C'est vrai. Mais c'est un boulot collectif. Le dessinateur doit faire son mieux dessin et le lecteur doit s'exprimer la neurone pour interpréter bien ce que le dessinateur veut dire ou pas. Parce que l'interprétation de chaque lecteur, c'est bon aussi. Je pense aussi que c'est pouvoir de dessin de presse que chacun peut l'interpréter à sa façon. Et c'est bon en interprétation. Parce que le dessinateur ne peut pas être aux côtés de marchand de presse pour expliquer le dessin à chaque personne qui va acheter le journal. Alors, un dessin raté, c'est un dessin que personne ne comprit pas. Un bon dessin, c'est ce dessin que fait quelque chose dans le lecteur. Alors, l'apprentissage, c'est beaucoup plus de dessin. Donc un bon dessin, c'est un peu un dessin où on se retrouve, en tout cas. Il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent. Oui, et même c'est très important de cultiver la tolérance. Parce que moi, je peux lire de textes ou de dessins que je n'aime pas, que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je ne vais pas les interdire. Je seulement pense que tout le monde doit pouvoir dire leur opinion, et à côté, quelques personnes disent le contraire. Alors, ces débats, c'est très important. Je pense que le totalitarisme, c'est penser qu'il y a quelques personnes qui ne peuvent pas dire quelque chose. Non? Alors, c'est dangereux, ça. Oui, avant. Ouais, non, justement, je voudrais vous poser une question à mes collègues dessinateurs qui ont plus d'expérience que moi. C'est est-ce que vous croyez qu'on perd la notion du second degré parce qu'on y est de moins en moins confronté, vu que les gens lisent de moins en moins la presse, qu'il y a aussi beaucoup moins de dessinateurs, beaucoup moins de dessins publiés? Messieurs, alors par exemple, Pierre Kroll. Pourquoi moi Parce que c'est celui qui a fait une expression du visage. Parce qu'on y est moins confronté. Oui, sans pas, doute. hein. Bon, la question était un peu celle de la poule et de l'œuf. Là, qu'est-ce qui commence? C'est vrai qu'on sait dans un domaine, par exemple, comme la politique, je crois que depuis longtemps, on ne peut pas faire de deuxième degré. Hein. On connaît quelques phrases de Churchill qui a osé dire la guerre sera longue et les 10 dernières années seront les plus dures. Bon, c'est un peu du deuxième degré. Bon, c'est admis, mais dans le pays, et je crois un peu en France aussi, quand un président se permet un humour un peu décalé, on prend au premier degré, exprès ou pas. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que vous avez vu une évolution au cours de votre carrière de perte du second degré du lectorat ou de la masse de gens en général, quoi? Oui, je crois un peu, oui, mais je cherchais à l'expliquer et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Ah, pardon. Je pense que ce n'est pas une perte de deuxième degré, c'est un changement. Je pense que ce deuxième degré, ça change continuellement, évolution avec la société. Alors, les lecteurs les plus anciens, ils ont une capacité de lire les images différentes que les lecteurs les plus jeunes. Et vice-versa, le lecteur jeune, il peut lire quelques images de façon différente que les lecteurs les plus anciens. Alors, ça te donne deux lectures différentes de deuxième degré. Alors, le dessinateur doit être le plus intelligent ou appliqué pour les englober la plupart des lecteurs possibles. Et tout, c'est difficile, mais je pense que c'est ça qu'on doit faire. Les donner en second degré ou en troisième degré, que
c'est accessible à la plupart des lecteurs. Mais ce n'est pas possible. Bien. En fait, on s'adapte. Hein. Il faut s'adapter. Ça fait tellement longtemps que je dessine. J'ai souvent dessiné des situations de suicide au niveau de la politique. Jamais aujourd'hui, je ferai un dessin de quelqu'un avec un pistolet sur la tempe. Ça passe plus. Ça ne passe plus. Mais avec raison. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose. Mais il y a 20 ans, 30 ans, je dessinais ça régulièrement et ça passait facilement. Mais là, ça s'est transformé, ça a changé, et tant mieux. Et même aussi, il y a une question historique. Alors, il y a quelques sociétés, dans certains moments, qui avaient besoin de cette deuxième degré. Par exemple, il y a une censure très stricte dans la presse. Alors, les dessinateurs et les lecteurs, ils développent la capacité de lire des choses extraordinaires sans qu'il était explicité. Même si la société, on peut dire absolument tout, cette capacité de lire un plus loin, c'est pas exercité, c'est comme un muscle. Alors, il faut faire l'exercice aussi. Non? Alors, ces capacités, c'est adapté à chaque société. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos réponses et pour vos éclairages. Merci au public et aux spectateurs de nous avoir écoutés, regardés. Merci bien sûr à Cartooning for Peace d'avoir organisé cette rencontre et au réseau e-Unique de Montréal pour son soutien. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une fin de journée à toutes et à tous. Merci encore. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir.